Ok, parmi les multiples agresseurs des colonies d'abeilles, il y a le varroa. Le varroa est un acarien, il est minuscule et il vit sur son hôte. Et on parle ici de Apis mellifera, l'abeille mellifère, l'abeille de chez nous. Il est possible de le voir à l'œil nu, surtout en période estivale, lorsque sa population atteint son pic. Il est originaire d'Asie, Asie du Sud-Est, où il vit depuis des millions d'années sur Apis cerana, pas mellifera, c'est l'abeille locale, là-bas. Hein. Il a été introduit en Europe au cours de ces dernières années, en 1982, en France, à cause des échanges anthropiques, les bonhommes quoi, et il s'est répandu pratiquement partout dans le monde. Alors il faut comprendre que là-bas en Asie, le varroa qui vit sur Apis cerana, il n'a pas intérêt à ce qu'elle disparaisse. Donc il n'a pas intérêt, enfin je sais pas si on peut parler d'intérêt, mais il n'a pas d'intérêt à ce que son hôte disparaisse. C'est son logis quoi en quelque sorte. Et il existe plusieurs raisons pour lesquelles Apis cerana s'est entre guillemets adapté au varroa aussi, hein, ça a pris des millions d'années tout ça. Alors ces raisons sont le cycle de reproduction de l'abeille elle-même qui est un peu plus court, qui fait que le varroa ne se multiplie pas à mort. Il y a la taille de l'abeille, il y a plusieurs raisons comme ça. Ici, chez notre abeille, c'est différent, il se multiplie sans opposition, il se régale, quoi, voilà, et il se dissémine par l'essaimage, les mâles qui ont accès, les mâles abeilles, hein, qui ont accès à plusieurs ruches, hein, et puis par les transhumances, par là encore une fois l'action de l'homme, quoi, voilà. Et donc, si vous voulez, quand il a été introduit en Europe, il est arrivé dans une ou deux colonies, dans un ou deux endroits, et en l'espace de 7 ans, il avait colonisé toute l'Europe. Et c'est pas nous c'est pas l'homme qui a mis des varrois dans chaque ruche, hein. C'est juste, voilà, des échanges inter-abeilles, voilà. Alors, question de nourriture, le varroa, il se nourrit sur le corps de l'abeille, il perce la cuticule de celle-ci, la peau, pour pouvoir prélever du sang, c'est un vampire, quoi. Alors, non, on ne parle pas de vampirisme, en l'occurrence, le sang de l'abeille, c'est plutôt de l'hémolymphe, mais ça remplit sensiblement les mêmes fonctions que le sang. Et ce faisant, comme il perce un trou pour aspirer le sang, eh bien, il est vecteur de maladies, de virus qui peuvent pénétrer, et l'abeille n'a plus de protection à ce moment-là. Alors, des études récentes montrent qu'il ne se nourrit pas que de sang, il se nourrit aussi des corps gras de l'abeille, qui sont en gros l'équivalent du foie chez les mammifères. Voilà. En perçant la peau comme ça, il l'affaiblit considérablement. Et donc là, la durée de vie, la force, la résistance de l'abeille, des abeilles sont mises à mal, et donc c'est la colonie tout entière qui périclite en quelques semaines, quelques mois. Voilà, ça c'est une des causes principales de la mortalité des abeilles. Rappelez-vous Joe Levetto qui nous parlait des conséquences de l'infestation varroa, hein, de la varrose, c'est le nom de la maladie, c'est une maladie, lorsqu'on avait fait, souvenez-vous, la précédente vidéo. Il va y avoir plusieurs types d'effets sur l'abeille. Il y a un effet déjà sur l'osmorégulation, c'est-à-dire l'hydratation du corps de l'abeille. Quand l'abeille sort de son alvéole, elle va être à peu près 10% de poids en moins pour une mono-infestation varroa. Et c'est une perte de poids qui ne va jamais se récupérer parce que c'est un manque de retenue d'eau. Mono-infestation, c'est-à-dire on a une seule femelle varroa fertile qui est rentrée dans l'alvéole avant l'operculation. On peut en avoir 2, 3, et là on aggrave encore les séquelles et les conséquences. Okay. Il y a un effet sur la sécrétion de protéines aussi, en particulier les peptides antimicrobiens qui sont ensuite excrétés vers l'hémolymphe, qui servent de défense immunitaire propre de l'abeille. Donc on a une baisse de 27% des sécrétions de protéines sur une mono-infestation, encore une fois. C'est énorme. Donc c'est énorme. On a 27% de moins de défense immunitaire. En plus, le varroa, on va voir, il injecte en même temps que sa salive des virus, dont il assure la réplication. Donc non seulement il injecte des virus en grande quantité, mais en plus, il inhibe les défenses immunitaires qui sont censées défendre contre les virus. C'est une machine à tuer, quoi. En plus, ces petites blessures-là, elles vont servir de point d'entrée pour des bactéries, comme la bactérie de la loque européenne, etc. Le troisième effet, c'est une baisse de sécrétion de vitellogénine, donc avec pour effet principal une baisse de la longévité des abeilles, jusqu'à 30% de longévité en moins. Donc si on a une grande quantité d'abeilles qui sont touchées, avec une longévité réduite, on va avoir en saison un tiers des abeilles qui manquent dans la population qui a été parasitée pendant leur vie nymphale. Et puis dans les abeilles d'hiver, c'est pareil. Dans les abeilles d'hiver, quand on va arriver au printemps, les abeilles d'hiver, elles seront mortes alors qu'elles devraient être encore vivantes. Tout à fait. Ou en tout cas, il y en a suffisamment qui seront mortes pour baisser la population de la ruche, pour empêcher une bonne thermorégulation. Et on a des effondrements de colonies au mois de mars, alors qu'elles auraient dû vivre jusqu'au mois d'avril. Absolument. Elles n'élèvent pas les populations larvaires du printemps, qui doivent assurer la relève. C'est la période charnière, hein, vraiment. On va en parler de cette période critique. Qu'est-ce qu'on a encore comme effet? On a tout simplement un affaiblissement
qui fait qu'à terme, les abeilles n'arrivent même pas à émerger de l'alvéole et on les voit mortes avec la tête sortie, les proboscis tirés, on mettra des photos aussi. Il y a une carence protéique qui devient tellement dramatique que les abeilles adultes vont se nourrir des nymphes, c'est-à-dire qu'elles désoperculent, elles décapitent les nymphes et elles se nourrissent du thorax des nymphes. Ah oui. Donc sur le couvain, on voit ça, on voit des têtes sorties avec des proboscis tirés, on voit des cellules désoperculées avec des abdomens de nymphes au fond, etc. Un couvain mosaïque et puis peu d'abeilles, quoi. On a 10% des abeilles parasitées au stade nymphal qui vont présenter des modifications morphologiques extérieures, y compris les fameuses ailes déformées, mais aussi des réductions de taille, des malformations de pattes, d'antennes, etc., qui vont en faire des inutiles, entre guillemets, dans la colonie, et les inutiles sont débarrassés. Donc ça veut dire que 10% des abeilles qui ont été parasitées vont être directement éliminées de la colonie. On a des sources qui nous disent 15% de la réduction moyenne des glandes hypopharyngiennes. Les abeilles parasitées au stade nymphal font de mauvaises nourrices. Stade nourrice raccourci, ça c'est une étude de Anoskia 2015. Réduction des soins au couvain, également de la ventilation, de la récolte. Une étude de Forfer 2015, augmentation de l'acceptation des dériveuses. Et 2006, il y avait eu une étude de Kreil et Fuchs, baisse des capacités de retour à la ruche. Donc en fait, ça favorise la dérive. Donc le partage de varroa entre copines et voisines. Donc c'est vraiment une machine de guerre, le varroa. C'est pas... Mais c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. La force physique des mâles et leurs sécrétions spermatiques sont réduites également. Leur capacité à poursuivre la reine également. À l'échelle de la colonie, on a des baisses d'effectifs. En été, au lieu d'avoir une courbe qui plafonne à 60 000, il y aura une courbe qui plafonne plutôt à 45 000. Donc c'est sûr que les hausses, elles se remplissent moins vite comme ça. Elles se remplissent pas, même. Elles se remplissent beaucoup moins, voire pas du tout une année comme ça. Cette année, pas du tout. Alors, concernant la reproduction, le varroa, lui, il se multiplie dans le couvain des abeilles. Vous savez, c'est les petites cellules dans lesquelles la reine pond des œufs et qui vont devenir des futures ouvrières. Sachez que, en gros, un varroa qui rentre se multiplie par 3. Allez, j'exagère un peine, mais ça dépend de la taille de la cellule, ça dépend encore de divers phénomènes. Mais il se multiplie vraiment beaucoup, quoi. Et c'est là aussi où Apis cerana en Asie est différente, il se multiplie pas autant. Donc la population se régule. C'est pas le cas en Europe. En gros, si au jour J, vous avez 100 varrois dans votre ruche, c'est un petit peu comme les puces, là, sur les chats, eh bien, 3 mois après, vous en avez 600. Boum. Voilà, moi j'ai déjà vu des colonies à plus de 10 000 varrois. Alors c'était des colonies fortes qui arrivent à supporter un certain taux d'infestation. Mais c'est pas sans limite. Et puis dans le temps, elle va s'écrouler. Ça peut prendre, je vous dis, quelques semaines, quelques mois. S'écrouler et mourir, pour de vrai. Alors en gros, est-ce qu'on peut vivre? Est-ce que les abeilles... Nous, on peut pas vivre sans abeilles. Est-ce que les abeilles peuvent vivre sans varrois? Est-ce qu'on peut l'éradiquer? Très honnêtement, non. C'est une espèce invasive, comme tant d'autres, avec les bêtises qu'on a faites, et non, on n'arrivera pas à l'éradiquer. La seule solution qu'on ait, c'est de lutter contre l'accroissement exponentiel de sa population. Et pour faire ça, eh bien, on doit traiter nos colonies. On doit apporter une solution pour réduire cette pression varroa, réduire sa population. Sinon, vous connaissez, c'est inéluctable. Alors il y a une tendance qui dit, c'est vrai, que notre abeille européenne, Apis mellifera, aurait des gènes résistants. C'est-à-dire que, par hygiénisme, soit elle arriverait, par épouillement, l'épouillage, à décrocher les varrois qui sont sur elle, soit à le détecter dans le couvain, percer la cellule, éjecter la nymphe, et donc pas de nymphe, enfin pas de couvain, pas de varrois. Ce qui fait que la population se régulerait. Alors dans les faits, ça peut exister, mais il faut bien imaginer qu'il s'agit ici de sélection. Et qui dit sélection, dit scientifique, quoi. Il faut faire ça de façon claire et raisonnée. Parce que si on s'aperçoit que ça ne marche pas, dans un cadre structuré, eh bien la colonie est écartée et elle est traitée comme les autres. Et celles qui sont résistantes, elles sont sélectionnées sur des durées. Si vous dites « moi mes abeilles vont résister et je ne les traite pas », c'est délicat. C'est ce qu'on appelle un petit peu le laisser-faire. Oui, est-ce que c'est vraiment la solution? Il y en a même qui, j'ai entendu dire, qui proposent de tout laisser crever et de repartir de zéro. C'est un petit peu risqué quand même. Et si tout crevait, on fait quoi? C'est un petit peu... Puis bon, il y a des gens qui vivent de ça, et puis finalement, on a besoin des abeilles pour la pollinisation, on peut pas se permettre ça. C'est un petit peu illogique d'avoir fait la grosse connerie de l'apporter en Europe, et d'apporter une réponse encore plus bête pour résoudre le problème. Non, on peut pas réagir comme ça, quoi.
Non mais imaginez, s'il existait une maladie qui touche mortellement nos enfants, et dont on a un traitement pour limiter cette mortalité, mais en sachant qu'il y en a à peu près 1 sur 1 million qui résistent à cette maladie, ben on laisse faire, en disant ben, celui qui va résister sera le bon. Mais ça va pas les gars, on peut pas faire comme ça. Surtout que vous êtes nombreux à avoir peut-être une ruche, 10 ruches, 50 ruches, et puis ben, on en a déjà parlé, mais l'infestation varroa apporte la mort, pas de miel, des complications énormes quoi. Sanitairement parlant, c'est le danger numéro 1. Y a pas photo. Donc voilà, notre seule manière, c'est de pouvoir lutter collectivement en réduisant la population, et pour ce faire, nous traitons nos ruches après la période de mielée, c'est-à-dire en gros maintenant, là où son pic de population est le plus important. Il existe des médicaments conventionnels qui ont une AMM, une autorisation de mise sur le marché. C'est pas fait à l'aveugle tout ça, des apiculteurs et des scientifiques travaillent dessus depuis 40 ans. Il existe des médicaments bio avec une AMM également. En tout cas, ces traitements nous permettent de réduire cette population là en juillet, août, septembre, ce qui est très important parce que c'est là que les abeilles d'hiver vont naître. Souvenez-vous que les abeilles de saison, entre guillemets, vivent une quarantaine de jours, en moyenne. Ça, on parle du printemps et de l'été, et puis à ce moment-là, la reine pond des abeilles qui vont passer l'hiver. Elles sont légèrement plus grosses, elles vont naître en août, septembre, octobre, pour tenir la colonie vivante jusqu'à février, en gros, février-mars. Et ces abeilles-là sont extrêmement importantes. Si elles naissent dans de mauvaises conditions, votre colonie meurt à l'hiver. C'est sûr, y a pas, on discute pas là-dessus. C'est prouvé, quoi. Et toute ruche non traitée va réinfecter les autres, que ce soit dans son rucher ou dans les ruchers alentours. C'est exactement comme ça qu'il s'est propagé en Europe. Voilà. Et on est bête, quoi. Voilà. Et puis, dans l'utilisation des médicaments, bio ou pas, respectez la posologie. Il y a des choses strictes à respecter. J'ai discuté avec un apiculteur encore la semaine dernière, salut Fabrice, qui me disait, je n'ai traité pour la première fois que l'année dernière. Bon, et c'est un traitement longue durée de 12 semaines, il ne l'a mis que 4 semaines. mais on ferait pas ça pour nous, quoi. Pourquoi pour les abeilles, les gars? Non, non, c'est pas des... On choisit pas de faire un petit peu, ou comme on veut, ou quoi. Il y a des règles. Et si on veut que ça marche collectivement, putain, je suis désolé, il faut les faire, quoi. Alors oui, c'est dans l'air du temps de dire, oui, mais moi je fais comme je veux. Ben ouais, mais enfin bon. Et putain, faites ce que vous voulez avec vos enfants, mais pas avec vos abeilles. Donc voilà, je ne vais pas plus loin dans cette vidéo, c'est juste pour vous dire que c'est le fléau numéro 1, et bien sûr, il y en a d'autres qui sont visibles et qui sont tout aussi destructeurs, comme le frelon et d'autres, mais là, vraiment, le varroa, ça fait 40 ans qu'il est là, et on ne s'en débarrasse pas. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut, mais vraiment, c'est important, c'est maintenant qu'il faut le faire, et je vous incite à regarder ce document qui vient d'être édité par la FNESAD, 200 pages, qui vous explique tout sur le varroa, c'est extrêmement bien fait. Voilà, je voulais pas vous embêter plus longtemps avec ça, la saison est catastrophique, il pleut encore là toute la semaine, je peux pas filmer l'abeille et machin. Intéressez-vous sur le sujet, ne prenez pas ça à la légère, traitez vos colonies, faites en sorte qu'elles soient vivantes, en bonne santé, et tout le monde ira mieux, quoi. Nous, y compris les bonhommes, quoi. Allez, ciao les gens.